Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à votre rendez-vous quotidien de décryptage de l'actualité. Samedi 1er juin, lors des marches pacifiques du MRC, 34 militants seront interpellés à Yaoundé puis transférés à la prison centrale de Kondengui. Déjà 2 semaines qu'ils y sont, sans mandat de détention provisoire ni aucun autre document administratif, comme le précise le quotidien Le Jour. Des violations qui sont aujourd'hui le partage de tous les Camerounais. On en parle ce soir. Arrestation et mise en détention, le flou autour des procédures légales. Voilà le thème autour duquel va se porter le fait du jour. Et pour en parler, sur ce plateau, nous avons invité des personnes que vous avez l'habitude de voir qui vont fortement vous entretenir pendant cette première partie d'Equinox Soir. On va commencer par vous, Georges Sémet, bienvenue, bonsoir, vous êtes journaliste. Merci, bonsoir, je suis journaliste bien évidemment. Bonsoir à tous les inconditionnels de ce plateau. Juste en face de vous, quelqu'un qui est connu pour ses positions, pour ses combats, mais il est surtout connu pour ses analyses politiques. Il s'agit de vous, David Eboutou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Kate, merci de m'avoir invité. Je voudrais davantage saluer ces détenus que j'ai rencontrés cet après-midi à la prison centrale de Newbel, en allant rendre visite à mon ami et frère de combat, de lutte, André Blaise et Sama, qui nous regarde certainement. Je voudrais lui dire bonsoir et tout mon soutien, toute ma sollicitude pour l'épreuve qu'il traverse en ce moment. Mais davantage, toute ma sollicitude et ma gratitude, ma solidarité à ce brave monsieur que j'ai rencontré et qui est venu promptement nous retrouver, Sama et moi, pour nous faire part de sa situation assez dramatique. C'est quelqu'un qui est entré en prison, à la prison centrale de Newbel à l'âge de 21 ans et qui aujourd'hui en a 57. Il y est toujours, ayant cherché à savoir brièvement pourquoi. Il a été condamné, il a pioché sa peine. Entre-temps, il a reçu 2 ou 3 autres condamnations. Il a sollicité une confusion de peine, ce qui a été fait. Et jusqu'alors, il n'a pas reçu de mandat de levée d'écrou. Et il a tout fait. Les autorités pénitentiaires de ce côté-là ont même saisi les autorités judiciaires pour essayer de voir ce qu'il faut faire pour lui parce que le monsieur est devenu encombrant, n'étant même plus comptabilisé parmi les effectifs de l'administration pénitentiaire. Il y est toujours, il ne sait pas lui-même ce qui lui arrive. Le monsieur se nomme Panjo Etel Oscar, monsieur Panjo Etel Oscar, 57 ans aujourd'hui, 34 ans de prison. C'est toute une vie brisée, je ne sais pas comment on peut se remettre d'un tel drame. Aujourd'hui, je lui ai promis au moins qu'on essaiera avec des organisations internationales et autres organismes humanitaires et davantage humanistes avec lesquels nous travaillons aujourd'hui, essayer de porter son cas si au moins on pourrait davantage interpeller l'attention des autorités répressives de ce pays parce que dites-vous très bien, la justice, celle que nous voulons, celle que nous promouvons est une justice qui doit travailler pour l'homme, qui doit être au service de l'homme, qui doit être humaniste, qui doit placer l'homme au centre de tout. Un homme comme celui-là, M. Panjo Etel Oscar, 34 ans d'emprisonnement, bon Dieu, même si on a assassiné toute une famille, alors, il devient un moment où on peut s'interroger. Vous parlez donc là de l'un des plus vieux détenus, des plus anciens détenus de la prison centrale de Newbel. Au cours d'un reportage mené par les enquêtes, par les équipes d'Equinox Télévision de ce côté, il y a 2 ans de cela aujourd'hui, nous étions rentrés en contact avec ce monsieur, Panjo Etel, qui est tout ce qu'il y a de bonne humeur. Effectivement. À le voir, on ne dirait pas un détenu. Il a passé autant d'années en prison. Il faut également le préciser parce qu'il a essayé à plusieurs fois de s'évader. Il a été récupéré et cela n'a fait rien d'autre que de rallonger sa peine. Et à côté de cela aussi, vous mentionnez d'autres éléments que nous n'avions pas en ce moment-là en notre possession. De toutes les façons, vous allez en parler, nous allons en parler sur ce plateau durant cette émission. Le temps pour nous d'introduire un autre de nos panélistes qui nous vient cette fois durant du MRC. Il s'agit de vous, Paulin Kemjo. Bienvenue à vous. Bonsoir. Bonsoir, Kate. Permettez-moi une petite confidence. J'avoue que c'est votre voix douce au téléphone qui m'a décidé à venir parce que j'avais une réunion politique ce soir. En fait, c'était un plaisir pour moi parce que je connais votre professionnalisme. Merci. Mais avant de peut-être entrer dans le vif du sujet, permettez-moi aussi d'adresser un salut amical à des détenus politiques ici à Douala, des amis politiques. Je pense d'abord à Madame Ngor Bateki,
Marie-Angeline, je pense à Maya Phoning, à Goutio Victor. Vous n'allez pas saluer tout le monde. Non, bien entendu, à Melago Filbert et à tous les détenus. En fait, dans votre propos, vous parliez des gens de Yaoundé, mais il faut aussi dire que ces personnes-là ont aussi été déférées ici à Douala. Et elles ont été arrêtées dans le cadre des marches du 1er juin. Donc il était important de leur dire toute notre admiration et qu'on ne les oublie pas. D'accord, et préciser également à votre suite à nos téléspectateurs qu'en vue d'équilibrer ce plateau ainsi que les points de vue qui seront donnés au cours de cette émission, nous avons invité Maître Emmanuel Pincy, avocat, mais également militant au sein du RDPC qui nous a confirmé qu'il allait être là, mais en fin de compte, il aura un empêchement qui malheureusement fera qu'on ne l'ait pas sur ce plateau. Mais cela ne va pas nous empêcher de faire cette merveilleuse émission, mais surtout de décrypter les différents faits avec vous. On commence par vous, Georges Sémé, puisque nous parlons d'arrestation, de mise en détention, mais surtout de violation de procédures. Vous êtes journaliste, est-ce que vous avez déjà été appelé à traiter ce genre de cas? Plusieurs. Et le cas de M. Etel Panjo nous a saisis il y a 2 ans. Et je pense que ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Il y en a plusieurs comme ça dans les prisons principales, les prisons secondaires de notre pays, qui demandent d'être mis sur le devant de la scène. Je crois que la question du respect des libertés fondamentales et des libertés individuelles est très actuelle, opportune dans l'actuel climat sociopolitique de notre pays. On le voit dans les rapports de l'État avec les individus, mais on le voit également avec les rapports de l'État avec les acteurs politiques. Et la question qui est aujourd'hui soulevée, c'est la relation de l'État avec les acteurs politiques. Vous l'avez relevé dans votre introduction tout à l'heure, en faisant référence à la marche blanche du MRC qui est organisée le 1er juin. Il y a eu une autre qui est organisée le 8 juin. Et ces 2 marches, malheureusement, ont été émaillées des arrestations. Et je pense que ces arrestations au sein du MRC n'ont pas commencé à partir de ces 2 dernières marches. Elles sont légion depuis les premières marches de protestation du MRC où on a vu des arrestations avec certains abus de droit. Et je pense que cette question, même si elle fait aujourd'hui polémique, elle reste d'actualité. Et je pense qu'au fil du débat, nous allons peut-être nous appesantir davantage sur la question. D'accord. Puisque vous avez choisi de parler en premier d'arrestation, il faut dire que les procédures d'arrestation au Cameroun, comme dans tous les pays du monde, sont entourées de certaines règles et de certains règlements. Est-ce que vous avez l'impression que durant ces marches du MRC, durant les marches déjà qui ont eu lieu avant, est-ce que vous avez même également l'impression, parce qu'on va étaler ce sujet un peu plus que sur la simple situation du MRC, il s'agit aujourd'hui d'une situation dans laquelle se retrouvent tous les Camerounais. On a des cas, des personnes qui ont été interpellées à leur domicile, aucun document officiel qui n'a été présenté, on ne leur a rien dit, juste suivez-nous. Et une fois qu'ils sont devant les autorités compétentes, ils vont se retrouver derrière les barreaux. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas lancer une sonnette d'alarme pour qu'il y ait un retour finalement à l'ordre? En qualité de journaliste, la sonnette d'alarme a été lancée depuis longtemps et en tout temps. Le Cameroun est doté d'un formidable code de procédure pénale, mais qui malheureusement n'est pas respecté par ces personnes, des autorités policières qui sont en charge de l'appliquer. Et comme vous l'avez signalé, vous remarquerez que certains civils sont malheureusement abusés contrairement aux dispositions du code de procédure pénale. Et je pense que le sujet que vous abordez aujourd'hui est un sujet fondamental. Et moi, je crois que c'est qu'on soit acteur politique, qu'on soit avocat ou journaliste, on devrait s'y pencher. Et le cas qui a été soulevé tout à l'heure par M. Boutou, le cas d'Etel Panjo, devrait nous interpeller. Il est inadmissible. Avec ce code de procédure pénale, qui est un bon code, avec la formation pointue de nos autorités judiciaires, mais également des autres autorités régaliennes qui sont censées appliquer ce code de procédure pénale, on se rend quand même compte qu'il y a encore des abus de droit. Je pense que c'est une question fondamentale à soulever aujourd'hui. Et avec le climat sociopolitique qui est assez compliqué, cette question est davantage opportune. Donc, il suffit simplement de respecter le code de procédure pénale qui est tout à fait clair sur les dispositions en matière de respect de la légalité qui concerne tout prévenu qui serait présumé innocent. Parce que lorsque il est engagé une procédure
qui est inscrit dans le code de procédure pénale, vous êtes encore présumé innocent. Et il appartient tout simplement à ceux qui sont chargés d'appliquer cette procédure de respecter ce code de procédure pénale qui est tout à fait clair dans le respect des libertés fondamentales et des libertés individuelles de chacun. Nous remercions Georges Sémé pour cette première prise de parole au cours de laquelle vous nous avez fortement édifié. David Eboutou, vous êtes analyste politique. Ça, c'est la casquette sous laquelle tout le monde vous connaît. Mais quand on vous suit sur vos différentes plateformes, on a envie de dire que vous êtes également une personne engagée pour des problèmes de ce genre. On se souvient du cas, par exemple, de Jules Omer Tchenkam, du nom de ce détenu, qui a passé 10 années pour rien derrière les barreaux. On se souvient du cas de ces 2 jeunes adolescents qui se sont retrouvés incarcérés parce qu'ils avaient osé récupérer de l'argent d'un employeur. Encore que c'est problématique à mettre entre guillemets, oui. Exactement. Et quand on suit justement vos plateformes, on se retrouve, on a comme l'impression que le Cameroun aujourd'hui est le pays de toutes les violations. Alors, il serait difficile de ne pas dire le contraire. C'est pour autant que la conjoncture qui est la nôtre aujourd'hui, qui est une conjoncture de précarité politique, vient de nous imposer une actualité faite d'arrestations et de tout ce que vous pouvez imaginer, allant dans le sens de mettre l'institution justice au cœur de tout ce qui se joue aujourd'hui comme enjeu. Et donc, au-delà, on a donc l'impression que l'appareil institutionnel judiciaire aujourd'hui est en train de révéler ou de mettre en avant un certain nombre de dédales que certains n'ont pas souvent vus, peut-être parce que la conjoncture ne s'y prêtait pas. Et maintenant que la conjoncture semble s'enliser politiquement, du point de vue humanitaire, du point de vue civilisationnel, avec la crise anglophone, parce que c'est également une crise civilisationnelle et identitaire, on voit très bien que la problématique d'une véritable justice revient au cœur de la problématique des enjeux de notre pays. Pourquoi je le dis ? Je le dis davantage pour répondre à votre question en disant que, effectivement, on peut ne pas se sentir concerné de tout ce qui a trait aux injustices, aux violations des droits de l'homme, etc., quand on n'a pas été parfois au cerf ou au contact de cette justice-là dans des situations parfois d'injustice. Mais une fois que vous y avez été, vous vous rendez compte à quel point il est important aujourd'hui de travailler pour améliorer les conditions de notre justice, pour la parfaire en tout cas. Moi, je suis une victime d'une grosse injustice. J'ai passé 30 mois de détention injuste et arbitraire, Madame Ketia. Et j'en porte encore aujourd'hui les stigmates d'une détention injuste et arbitraire. Et c'est au sorti de là que j'ai mobilisé mon côté empathique pour effectivement soulever des cas qui me semblent assez injustifiés, pour les mettre à l'attention de l'opinion publique nationale et internationale, afin de sensibiliser sur la question de notre justice aujourd'hui. Pourquoi je le fais davantage ? Je le fais, et ça répond toujours à votre question, simplement parce que on va se rendre compte que la justice, dans un pays où tout est à refaire, où tout est à reconstruire, comme le nôtre, la justice est au cœur, au centre de tous les fondements qu'on peut y mettre en termes de socle pour bâtir un tel pays. Tout ce que vous allez entreprendre, aujourd'hui on parle d'émergence, aujourd'hui on parle de développement, etc. Vous verrez très bien que la justice devra intervenir d'une manière ou d'une autre parce qu'elle est censée réguler, protéger les intérêts, assurer un certain cadre de vie pour réguler un certain nombre d'intérêts et autres. Et à partir de là, si des gens, les propres citoyens d'un tel État, d'un tel pays comme le nôtre aujourd'hui, puisqu'il s'agit du Cameroun, n'ont pas l'impression que la justice ne les protège plus, cela laisse droit et laisse cours à toutes sortes de dédales, à toutes sortes de conséquences. C'est en cela que je pense aujourd'hui que davantage dans la société civile et même dans la classe politique, on devrait davantage orienter nos combats aujourd'hui, nos joutes aujourd'hui, pour travailler vers une institution judiciaire plus fiable et plus à même de dire le droit. Parce qu'on ne peut pas quand même dire le droit à partir de rien. Il se passe que quand je suivais mon frère tout à l'heure, j'ai bien remarqué qu'il a évoqué un certain nombre de concepts qui sont sortis de son propos. Le nouveau code de procédure pénale, les détentions arbitraires, etc. On peut aller dans le fond pour essayer de comprendre. Quand on parle de nouveau code de procédure pénale, il me semble que beaucoup de juristes, c'est pour cela que je suis un peu déçu que M. Pensi ne soit pas là aujourd'hui. J'aurais bien voulu avoir des explications davantage techniques relevant de son domaine. On nous a dit que le nouveau code de procédure pénale consacrait quand même les libertés.
on nous a dit qu'avec le nouveau code de procédure pénale, la liberté était devenue davantage la règle et l'emprisonnement l'exception. Et quand vous y allez effectivement dans le fond de ce nouveau code de procédure pénale, vous constatez effectivement qu'il consacre des faits comme vous pouvez comparaître libre, des libérations sous caution, vous avez un domicile connu, vous avez ceci et tout, etc. Vous pouvez donc parfois être condamné, mais en même temps libre. Alors, le fait de consacrer une forme de gouvernance répressive aujourd'hui va, à mon avis, à contresens de ce que consacre même ce nouveau code de procédure pénale. C'est pour ça que je parlais d'abus. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec vous. On parle dans ce nouveau code de procédure pénale des peines alternatives, par exemple. Dans ces peines alternatives, on vous demande si vous avez un domicile, si vous avez une profession connue, etc. Et il me semble que quand on a souvent regardé, pas les faciès pour ne pas faire polémique sur un débat qui a eu ces derniers temps, quand on interroge quand même le type de personnalités qui ont été interpellées tout à l'heure avec leur casquette politique, c'est quand même des personnalités connues qui exercent des activités quelque part, qui ont des domiciles, qui sont des personnalités publiques, etc. Et donc, qui peuvent donc comparaître libres, qui ne mériteraient pas toujours que leur cas soit étudié alors qu'ils sont embastillés quelque part. Donc, c'est des problématiques, à mon avis, qu'il va falloir régler ou étudier, examiner de fond en comble, pour que jamais plus notre pays ne soit classifié parmi les pays où, effectivement, il y règne un tel degré d'abus en termes de droits de l'homme tel qu'on le vit aujourd'hui. Depuis que vous êtes lancé dans ce combat, ça fait combien de temps? Alors, j'y suis depuis ma sortie de prison. Je le disais sibyllinement tout à l'heure en disant que peut-être parce que autrefois, depuis que je suis dans l'analyse politique, ça fait près de 15 ans aujourd'hui, j'ai bien eu l'impression que peut-être parce que je n'avais jamais été victime d'une injustice, que je regardais cela du haut, du travers. Il faut l'avouer. Effectivement, j'ai souvent cru que ça n'arrivait qu'aux autres. La preuve aujourd'hui, je suis allé jusqu'à faire un mea culpa pour me rendre compte que durant mon séjour à la prison centrale de Konegi, j'ai eu à discuter avec un certain nombre de personnalités qui aujourd'hui croupissent dans cette prison-là dans le cadre de l'opération Épervier, et je me suis rendu compte que ces personnalités elles-mêmes aussi sont victimes de plusieurs abus. Il faut lire le livre du ministre d'État Jean-Marie Atangana-Mbara, lire le livre Scandale d'État du ministre Olangena, etc. Vous vous rendrez compte qu'elles-mêmes aussi, dans les mailles aujourd'hui, dénoncent ces abus-là. Et il me semble donc qu'il est de notre intérêt général d'en parler, et il faudra effectivement qu'on en parle, parce que, et même à ceux qui sont aux affaires, je sors par là, on a bien l'impression que ceux qui tirent les marrons du feu aujourd'hui, simplement parce qu'ils ont le pouvoir d'État, la force du droit, la force de l'État aujourd'hui, peuvent aujourd'hui effectivement instrumentaliser le droit à leur profit, en leur faveur, contre les autres, en la défaveur des autres. Mais demain ou après, puisqu'on n'est pas éternellement fort, on n'est pas éternellement puissant, ils peuvent se retrouver dans les mêmes dédales qu'ils ont plongé les autres hier. Faisons donc attention et travaillons pour un cadre assez apaisé, un cadre clair, un cadre presque parfait, pour qu'effectivement, si vous vous retrouvez dans les dédales de la justice, que vous vous dites effectivement, j'ai eu tort et j'ai été pris dans les taux du droit et je suis à même de répondre. Je vous remercie, David Eboutou. En vous posant la question de savoir depuis combien d'années vous êtes dans le combat, c'était pour essayer de comprendre le nombre ou alors la quantité d'injustices que jusqu'ici vous avez pu répertorier. Mais au moins 300. Au moins 300. En combien de temps? Au moins 300 que j'ai pu répertorier. Et aujourd'hui, j'en ai porté simplement une dizaine. Et sur la dizaine, il y a eu 7 qui ont obtenu leur libération. Alors, 300 cas d'injustice, c'est en combien de temps? 300 cas que j'ai pu recenser, répertorier depuis au moins 7 mois aujourd'hui, depuis 7 mois. Que j'ai répertorié, et donc j'essaye au gré par gré, selon la conjoncture et selon les opportunités, d'exposer les uns des chiffres qui prouvent à suffisance qu'on a eu raison finalement d'arrêter ce thème, d'en parler, parce que beaucoup de Camerounais aujourd'hui sont victimes de ce système bien pensé qui pourtant réussit quand même à attraper et empêcher certaines personnes finalement de sortir de ces mailles. Je me tourne vers vous à présent, Paulin Kemdio. On parle d'injustice, on parle également d'arrestation et de mise en détention avec un flou qui entoure les procédures légales. Et bien ce flou-là, on l'a encore vu, on l'a remarqué hier au tribunal de grande instance du Fundi, où justement comparaissaient 4 de vos compères, 4 personnes au cours d'un procès pendant lequel on a vu un procureur de la République demander une pause
pose justement parce qu'il était question pour lui d'aller retrouver rapidement quelques éléments tels que le mandat de détention provisoire, des éléments qui prouvaient quand même que les 4 détenus qui se trouvaient devant le juge avaient le besoin ou alors étaient en devoir d'être devant ce juge. Alors comment comprendre ces manœuvres qui sont aujourd'hui des manœuvres qu'on va dire qui se tournent vers les membres de votre parti? M'inscrivant à votre suite, je vais un peu, avec votre permission, relibeller le thème. Arrestation et mise en détention à l'occasion de l'expression des libertés publiques, le rôle complice du ministère public. C'est de ça dont il est question dans le cadre de cette affaire. Il faut dire, globalement, dans cette affaire, il y a plus ou moins 2 acteurs. Il y a le ministère public, qui est la justice de façon prosaïque, et il y a l'administration. La violation des libertés, essentiellement, est du fait de l'administration. La loi sous le couvert de laquelle l'administration agit, c'est la loi 90/054 sur le maintien de l'ordre. On évoque des cas de troubles à l'ordre public. Exactement. Ou bien des situations de grand banditisme, entre guillemets. Parce qu'il faut le dire, l'action publique ressortit de la compétence presque exclusive du ministère public. Et c'est donc de façon presque accessoire, dans le cadre des situations exceptionnelles comme celle-là, que l'administration peut agir. Et bien entendu, ces agissements sont encadrés. Ces agissements sont encadrés. On s'aperçoit que quand les prisonniers dont vous avez fait allusion tout à l'heure sont détenus en prison, le seul acte qui permet qu'on détienne quelqu'un en prison, c'est un mandat d'incarcération. Exactement. Et il est de la compétence exclusive du juge, de la juridiction de jugement. Je dis bien de la compétence exclusive. J'aimerais bien comprendre qu'on m'explique comment un régisseur de prison, qui quand même appartient au ministère de la Justice, peut avoir pris sur lui de prendre des gens et de les incarcérer sans aucun document, sans en référer à ses supérieurs hiérarchiques dans le ministère public. Il faut dire, ce qui se trame ici, c'est un peu la lâcheté d'un gouvernement très lâche qui n'aime pas assumer ses positions. Tel que c'est présenté, vous vous apercevez que la plupart des ordres doivent être donnés verbalement, au téléphone à la rigueur. C'est pourquoi il n'y a aucun document. Aucune trace. Un gouvernement qui a tous les pouvoirs, mais qui a peur de poser des actes. Je veux dire, j'aime les bandits, voyez-vous, mais j'aime les bandits qui ont des convictions, qui ont de la personnalité. On est en face d'un gouvernement qui peut prendre un acte, mais parce qu'ils savent que leurs actions sont manifestement illégales, ils donnent des ordres par téléphone. Et vous avez des officiers de police judiciaire, des policiers et tout le système des officiers de police judiciaire qui les exécutent. De 2 choses l'une, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui va protéger demain l'officier de police judiciaire qui saisit une personne sans aucun ordre écrit. On est dans une situation ubuesque dans ce pays où, effectivement, il faut que le régisseur présente le document de garde à vue, que l'officier de police judiciaire présente le document avec lequel il a saisi les personnes. Mais quand je vous disais qu'il s'agissait du rôle complice du ministère public, le ministère public, il faut le dire, c'est nous. Le ministère public a la charge de protéger le peuple. Elle peut instruire à charge ou à décharge. On a claironné partout, ou du moins dans la Constitution, on s'aperçoit que les pouvoirs sont suffisamment répartis. Un pouvoir exécutif, un pouvoir judiciaire, un pouvoir législatif. Qu'est-ce qu'on n'observe pas depuis ces derniers temps? Une situation où la justice est aux mains de l'administration. D'accord. Ça veut dire des fonctionnaires de la justice qui sont essentiellement carriéristes. J'attends, parce que le ministère public dont fait partie le procureur de la justice, le procureur de la République, il peut se saisir d'une situation d'office. Et cette situation,
elle a toutes les caractéristiques d'une violation flagrante des lois. C'est un peu comme si... J'ai souvent entendu que le ministère public, notamment le procureur de la justice, quand il arrivait par exemple dans des commissariats ou dans une prison, il pouvait sortir des personnes qui n'avaient pas raison d'être là-dedans. Ben voilà une situation où on est venu devant lui, où les personnes qui sont censées exécuter, appliquer les règles de la République, ont présenté devant lui une situation où il n'y avait aucun document légal, et le procureur de la République n'est pas sorti, n'a pas appelé la presse publique pour déjà dénoncer cette situation. D'accord. Dénoncer cette situation... Alors, oui. Pour ne pas qu'on pense que c'est un acharnement exclusivement sur le les militants public. du MRC ou alors le ministère public, comme vous le dites. Comme vous le Non, dites. non, non, Il le ministère public, c'est nous. Oui, il faut, s'il vous plaît, de... il faut préciser que la situation que vous décrivez, c'est une situation qui est propre à de nombreux Camerounais. Il ne s'agit pas seulement de militants du MRC. Et il y a les acteurs civils également. Ici, et voilà. effectivement. Et vous utilisez, Paulin, beaucoup d'adjectifs de dépréciation et d'appréciation qui peuvent, je l'imagine, un peu choquer ou alors faire du bien à certains téléspectateurs. Mais pourquoi on ne nous taxe pas d'être des personnes extrêmement partiales? Il faudrait qu'on précise qu'on avait invité sur ce plateau Maître Emmanuel Pincy, avocat de profession, militant du RDPC, qui était supposé justement vous donner le change, mais à la dernière minute, il a eu un empêchement qui fera finalement qu'il ne soit pas sur ce plateau. C'est une précision que je voulais faire avant de vous donner la possibilité de poursuivre. Je finis. Excusez-moi, je comprends plus ou moins votre embarras. Ma gêne, oui. Votre gêne, et ça fait écho à une actualité récente, avec le journal Le Jour, Aman Mana, qui a fait un travail excellent de journaliste, et dont on a vu une levée de bouclier de l'appareil de l'État pour taxer son travail de partial. Non, j'entends M. Semedi que... Non, ce n'est pas le sujet. Non, effectivement, non. J'entends dire comme s'il y avait une attaque contre le ministère public. S'il vous plaît, il est important. Il ne s'agit pas de choquer quelqu'un. Si on ne se dit pas les vérités dans ce pays, on ne va pas résoudre le problème. Il n'est pas question de choquer quelqu'un, il est question de relater les faits. Mais si on doit nous prendre sur nous de refouler la vérité parce que on ne veut pas choquer le ministère public, on est mal barré dans ce pays. On présente les faits et on dit c'est pas possible qu'un procureur de la République n'ose pas prendre sur lui le courage nécessaire pour dénoncer cet embrigadement de la justice. D'accord. C'est de tous. C'est tout ce qu'il est question. Je vous remercie, Paulin Kemjo, et prenant justement l'occasion de vous relancer également. Vous, Georges Sémé, sur ce plateau, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a des violations, pour dire qu'il n'y a pas de respect dans les procédures qui sont mises en place lorsqu'il faut interpeller, arrêter et incarcérer le Camerounais lambda. Mais pourtant, dans ces cas de violation, les noms des personnes coupables, responsables sont des fois cités. Je veux dire que ce n'est pas des personnes inconnues, elles sont connues. Mais comment il se fait que jusqu'à aujourd'hui, on n'ait pas de nom de personne qui a été sanctionnée? Est-ce que ce n'est même pas là que se trouve le problème? À vouloir toujours tout couvrir, on donne la possibilité à des personnes qui ne sont même pas encore dans le système d'arriver demain et de se retrouver en train de poser les mêmes actes. Écoutez, au Cameroun, c'est le président de la République qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Exactement. Et vous savez à quelle fréquence ce conseil siège. Et c'est lors de ce conseil que certaines grandes décisions sont prises. Et vous parliez à juste titre de sanctions. Et on se rend compte que lorsque cette décision tombe, il y a des magistrats qui soient du siège ou debout, sont soit rétrogradés, soit avancés. Et la rétrogradation fait parfois office de sanction. Je pense que dans la configuration administrative de notre pays, la sanction qui concerne les officiers de la justice ne peuvent pas être rendus publics comme c'est le cas lorsqu'on relève par exemple de ses fonctions un simple fonctionnaire. On le perçoit juste dans les décisions qui sont issues du Conseil supérieur de la magistrature. Je pense que autant il y a des abus de droit, autant il y a également des justiciables qui bénéficient du respect de la loi. Et ces personnes qui sont victimes des abus de droit, comme le cas qui a été évoqué par M. Boutou, sont selon moi des exceptions. Mais seulement, comme l'a évoqué l'avocat tout à l'heure, nous savons que le Code des procédures pénales de notre pays prévoit des mandats judiciaires.
et des mandats administratifs. Les mandats judiciaires, vous le savez, c'est les mandats de comparution, d'amener, de perquisition et d'extraction. Mais il y a également des mandats administratifs qui relèvent de l'autorité administrative et qui sont référés sur la loi de 90 sur les manifestations publiques. Et je crois que c'est ce cas particulier qui intéresse certainement l'avocat qui est à ma droite. Et je pense que, qu'on soit dans un mandat judiciaire ou dans un mandat administratif, il y a des abus de droit. Il y a des abus de droit et la situation du Cameroun aujourd'hui est une situation politiquement instable. Et l'actualité fait référence aux marches blanches du MRC en rapport avec les arrestations qui ont eu lieu après ces marches blanches. Et je pense que dans ce cas également, hormis les cas qu'on peut rencontrer sur le plan individuel avec les citoyens lambda qui connaissent les abus de droit, le cas des militants, des acteurs politiques du MRC est fortement interpellatif. À ce niveau également, je crois qu'il y a d'énormes abus de droit. Mais il faut également relever, et ça c'est à l'attention de l'avocat, qu'il y a des mises en détention provisoires qui relèvent du flagrant délit. Parce qu'il parlait tout à l'heure des documents qu'il faut émettre. Exactement. Oui, il y a des cas qui relèvent du flagrant délit. Et le procureur de la République ou le juge d'instruction peut émettre une arrestation ou une mise en détention provisoire sur la base du flagrant délit. Donc je pense que lorsqu'on aborde ce type de débat, il faut savoir ménager le chou et la chair pour dire que il n'y a pas que le ministère public ou alors l'État sur qui on devrait jeter la pierre. La loi est la loi et ceux qui sont victimes aujourd'hui d'abus de droit relèvent de l'exception. Il y a beaucoup de justiciables qui bénéficient de la lecture stricte de la loi et sur qui la justice est rendue conformément à ce texte. Donc s'il y a des cas qu'on relève aujourd'hui qui sont présentés comme des cas d'abus de droit, c'est tout à fait légitime, mais je pense que même s'il y a des abus de droit, il y a quand même une proportion de Camerounais qui reçoivent une justice équitable conformément à ce qui est prévu dans les dispositions légales. Vous faites bien de parler de proportion. Oui, allez-y. Oui, juste une seconde avant qu'on passe la parole. Je suis un peu dérangé avec le satisfecit de M. Sémé. Chaque fois qu'une personne, les droits d'une seule personne dans un État qui se dit de droit est menacé, c'est l'État de droit lui-même qui est menacé. On ne peut pas se placer devant un plateau de télévision et dire qu'il y a quand même, écoutez, marcher dans la rue, marcher dans la rue et vous demander aux gens, il y a des abus de droit, n'est-ce pas? Mais il faut aussi signaler qu'il y a des cas où la justice est rendue conformément aux dispositions. Est-ce que c'est pas vrai? Non. Il n'est pas question de stigmatiser quelqu'un, il est question de dénoncer. On est dans la dénonciation. Ce qui se fait bien est bien. Mais il faut dénoncer parce que le principe est toujours la liberté, le principe est toujours la présomption d'innocence. C'est ces principes-là qui nous garantissent que nous sommes dans un État où on n'aura pas peur que quelqu'un abuse du pouvoir. Tous ceux qui séjournent dans les prisons du Cameroun sont des abusés de droit, c'est ça? Vous n'avez certainement pas compris ce que je disais. D'accord. Je suis avec vous, David Eboutou. On parlait tout à l'heure à juste titre du fait que ces violations, ces manquements peuvent être observés et observables même sur le quotidien de presque tous les Camerounais, n'en déplaise à M. Sémé. Mais il y a également un cas qui a été relayé à suffisance hier soir, c'est le cas du détenu Sissoko Ayou Tabé. On a vu ces avocats justement qui ont donné une conférence de presse au cours de laquelle ils sont revenus, et c'est la partie qui nous intéresse, sur les violations subies par leurs clients au sein même de ce système-là. Ils parlent notamment d'un client qui est obligé d'assister à des procès en français alors qu'il est d'expression anglaise. Il y a également que ce client-là, tel qu'il le présente, est aujourd'hui obligé de comparaître devant un tribunal militaire alors qu'il est en civil. Alors, à ce sujet, finalement, on se rend compte que c'est l'apanage de tout le monde, personne n'est à l'abri. Et vous parliez tout à l'heure, à juste titre, de ces personnes qui font le système et qui pensent que jamais ne seront absorbées par les spirales même de ce système-là. Votre question me permet de rebondir sur un certain nombre de choses qui ont été dites notamment par mon frère M. Sémé. Parce que je crois plutôt que c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Quand il faille dire qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il y a quelques abus et que à côté également, il y a davantage de citoyens qui reconnaissent que le droit est dit dans un certain nombre d'affaires qui les opposent à la justice. Je crois que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus l'impression, avec des faits les chiffres que je peux vous donner tout à l'heure. L'impression, vous nous avez donné que 300. Écoutez, je vais vous prendre un cas que je connais un peu. 300, c'est beaucoup. Si vous prenez, M. Sémé, si vous prenez le cas de la prison centrale de Yaoundé,
qui est la plus grande prison du Cameroun à l'heure, qui a été conçue en 68 pour recevoir 800 détenus. Elle reçoit aujourd'hui 4750 détenus. Sur les 4750 détenus, il y en a 80% qui sont encore sous le couvert d'un mandat de dépôt préventif. Donc, ils sont encore là en attente de jugement. Et les 20% se partagent entre ceux qui attendent la fin, qui attendent l'expiration de leur peine, ceux qui ont fait appel et qui voient leur peine s'expirer avant même qu'ils ne soient effectivement en appel. Tous se partagent dans les 20% restants. Vous pouvez aller vérifier les chiffres. Et donc, quand vous voyez ce genre d'abus-là, je peux vous multiplier des cas où vous voyez des gens qui attendent d'être indéfiniment jugés pendant 10, 15, voire 20 ans. Je peux vous prendre le cas de... Vous avez entendu parler de l'ancien secrétaire d'État au transport, M. Abondo Paulin. M. Abondo Paulin a été jugé en grande instance et reconnu coupable pour détournement de fonds à la commune de Yokadouma et frappé d'une condamnation de 25 ans. Par la suite, en appel, il a connu une baisse de 10 ans, donc il lui restait presque 15 ans. Et à l'heure où je vous parle, il est en train de purger les 15 ans sans qu'il n'ait été appelé une seule fois à la Cour suprême. Il y a comme ça des cas. Alors, je ne sais pas si vous m'avez bien perçu. Non, je suis en train de dire... On n'a pas fait un déni non, d'abus de droit. Non, je ne l'ai pas dit. Je l'ai dit. Je suis d'accord. Dans l'ensemble de votre déroulé. Il y a des cas, des milliers de cas. Mais écoutez, quand même, il y a des gens qui ont été... Je suis d'accord, mais je suis... J'ai dit ceci. Non, je reconnais. Il y a bien des cas. Je ne l'ai pas dit, monsieur Sémé. Soyons un peu de bonne foi. J'ai dit ceci. Je suis d'accord qu'il y a des cas. Mais ce sont plutôt ces cas-là qui sont des cas exceptionnels. Exceptionnels aujourd'hui, qui peuvent dire effectivement que la justice a été dite dans le cas. C'est des exceptions. Mais dans la majeure partie des cas, c'est effectivement des abus qu'on rencontre. Et allez-y discuter avec les citoyens, les justiciables aujourd'hui, qui se plaignent de toute la chaîne de l'appareil répressif. Parce que quand on parle du système judiciaire, peut-être on voit seulement la justice, mais il s'agit quand même de l'appareil judiciaire en question. De tout le système. De tout le système répressif. Quand je parle de l'appareil répressif, je préfère parler de l'appareil répressif. C'est-à-dire que dans l'appareil répressif, qui s'oppose généralement dans un état à l'appareil idéologique, on voit dans l'appareil répressif l'armée, la gendarmerie, au cœur on voit la justice, au bout, donc le dernier maillon de la chaîne étant l'administration pénitentiaire. Ça c'est l'appareil répressif d'un état. Alors, parce que dites-vous très bien qu'aujourd'hui on retrouve des détenus au CED. Or, la gendarmerie c'est quoi? C'est bien l'armée. Donc, c'est bien l'armée. Donc, c'est pour cela que je préfère parler, non pas du système judiciaire, mais d'appareil répressif. Alors, cette précision étant faite, je continue de penser effectivement que nous avons un système judiciaire aujourd'hui qui a de sérieux problèmes. Et ces problèmes-là, il va falloir effectivement en discuter de fond. Revenons sur le cas de M. Ayouk Sissikou. Il me semble que voilà un monsieur qui a récusé la nationalité camerounaise, qui a même récusé la collégialité en charge de le juger et qui aujourd'hui continue de subir un procès qui, pour lui, ne le concerne pas. Je ne sais pas s'il y a des voies juridiques qui font qu'aujourd'hui, quelqu'un qui dénie ouvertement une nationalité qui n'est pas la sienne, qu'on continue de le juger sur la base d'une loi qui ne serait pas la sienne. Je n'en sais trop rien. C'est pour cela que je continue de regretter l'absence de Maître Pensi sur ce tableau. Peut-être Maître Kemjo fera davantage de précision là-dessus. Mais je voudrais revenir sur ce qui a été dit qui m'a un peu fait sourire tantôt quand on parle des grands principes. Parce que ça reste vraiment des principes. Quand on dit le Cameroun, c'est 3 grands pouvoirs, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif. Vraiment, ça reste des mots et des grands principes qu'on apprend à l'école. Mais dans les faits, et le journaliste Sémé a commencé à les déployer tout à l'heure, le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, fait et défait les magistrats. Alors, quel magistrat qui recevrait un coup de fil venu de la présidence pourrait se dédire ou pourrait se démener sur un tel coup de fil qui viendrait de la présidence pour dire gardez-moi tel, ou ne faites pas tel, ou bien libérez tel? Qui peut le faire dans ces conditions-là? On ne voit pas trop. On peut étendre l'analyse sur les autres pouvoirs, le pouvoir législatif en l'occurrence. Donc, tout ceci pour dire qu'on reviendra sur la problématique même qui fonde notre État. Savoir qu'aujourd'hui, notre pays vit dans une espèce de prépotence de l'hyper-présidentialisme qui fait que tous les pouvoirs en fait sont concentrés entre les mains de l'exécutif. C'est ce qui fonde même ce que des gens comme Achille Mbembe appellent notre dictature à huis clos. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que tout ce que nous faisons ici, c'est parce que c'est un seul homme
qui tient aujourd'hui des pouvoirs entre ses mains, des pouvoirs de vie et de mort, entre ses mains, et comme nous ne restons que des hommes, il faut bien reconnaître que les hommes ont leurs limites et ne peuvent pas tout faire. Il me semble donc que les dérives auxquelles nous assistons aujourd'hui sont subséquentes au fait qu'effectivement, un seul homme qui peut-être s'est entouré de quelques affidés, ce qu'on appelle généralement des sécurocrates, et l'aile dure aujourd'hui qui l'accompagne, sont à la manœuvre et n'ont pas d'autres alternatives dans la gestion d'une telle crise que de sortir le marteau. Et en cela, la conséquence est claire. Des emprisonnements à l'appel, et on assiste simplement à ce que j'ai appelé dans un article récemment la gouvernance répressive. Alors, vous utilisez tous sur ce plateau des expressions très techniques, puisque notre objectif principal est de nous faire comprendre par le plus grand nombre, d'édifier le plus grand nombre. On va revenir aux fondamentaux avec vous, Paulin Kemdjo. On parle ici de procédures d'interpellation et d'arrestation, et j'aimerais que vous puissiez édifier la lanterne du téléspectateur lambda qui nous suit à la maison et qui aimerait savoir les procédures, les règlements à respecter lors d'une interpellation. Peut-être, avant d'arriver sur ce que vous dites, je voulais juste... répondre. Non, juste apporter un éclaircissement. Parce que quand on parlait de la justice tout à l'heure, on ne s'est focalisé que sur l'aspect pénal. La justice, c'est aussi l'aspect civil. Et l'aspect civil concerne essentiellement les gens qui sont libres. La justice, c'est l'exécution des décisions de justice, et vous le savez, réussir à exécuter une décision de justice dans ce pays, cela relève d'une gageure. Il ne s'agit pas tant de voir 10 millions de Camerounais en prison pour constater que la justice est mal. Du moment où une seule affaire peut être, où les projecteurs peuvent être mis dessus, où on comprend que la justice n'est pas appliquée. On se souvient bien des cas de la CMC où des autorités administratives sont venues contredire une décision. Ouais. Et quand vous écoutez des situations comme ça, la perception qui s'installe dans l'esprit des gens concernant l'impartialité de la justice, elle tombe. Et donc du coup, personne n'a plus envie d'aller se plaindre au tribunal parce qu'il sait que certainement si son vis-à-vis est coté ou a une relation, il risque lui de passer. Et des cas comme ça sont légion. Donc c'est de ça dont il est question. Il est question d'inverser la perception des gens. Et la perception des gens peut être inversée avec le respect des libertés des gens dans des situations qui sont légales, comme les marches blanches ou tout autre événement d'expression de liberté publique dont on parle. C'est de ça dont il est question. D'accord. Et pour revenir à la question qui vous a été posée, lorsqu'on est face à un citoyen qui est en voie d'être interpellé, quelles sont les conditions qui doivent être remplies? Peut-être il faut déjà plus ou moins distinguer le procureur de la République et le juge d'instruction. Oui, non, le procureur de la République peut être saisi par plainte, par dénonciation ou par un procès verbal. Voilà. Ça veut dire, quand il est saisi, il requiert forcément les officiers de police judiciaire. Je veux dire, en dehors des cas de flagrance où une autorité judiciaire peut se saisir de la personne et l'amener. Toujours est-il qu'il faut informer la personne de ses droits. Et il faut établir un procès verbal d'arrestation de la personne. Ce sont les documents. Et faire comprendre à la personne qu'il a le droit d'avoir son conseil à côté de lui avant que l'enquête ou bien la collecte des informations commence à être faite. Et donc c'est de ça dont il est question. Après, ce n'est que le suivi d'un ensemble de procédures qui sont consignées dans le code de procédure pénale. Mais quand vous ne faites pas déjà, quand vous n'informez pas déjà le suspect, la personne qui ne connaît pas encore de quoi il est question et qu'on pense qu'il serait l'auteur de l'infraction, quand vous ne l'informez pas, quand il passe plusieurs jours sans avoir un contact avec ses conseils, avec sa famille, vous êtes manifestement déjà dans une situation de violation de ses droits de défense. Est-ce que cela peut suffire à renvoyer l'affaire? Non, pas la renvoyer. Est-ce que cela peut suffire à donner gain de cause à la victime? Le simple fait que ses droits n'aient pas été respectés au début de la chaîne. Bien entendu, ce sont des...
On dit que ce sont des nullités d'ordre public. Ça veut dire quand le procureur constate qu'il y a un élément qui n'a pas été respecté, il y a une nullité d'ordre public qu'il déclare. Le principe de la présomption d'innocence est un principe de droit qui est d'ordre public. Ça veut dire il s'impose à tout le monde. Vous ne pouvez pas arrêter une personne avant de commencer à chercher les preuves contre elle. Vous l'arrêtez pourquoi? Il y a manifestement violation de ses droits les plus basiques. Ce n'est que l'expression de nos droits qui nous garantissent qu'on est des citoyens. D'accord. Voilà. Alors, il faut dire, Georges Sémé, que pendant qu'on est en train donc de s'étaler sur ces informations, et même hier, et également pendant que cette affaire faisait rage du côté de Yaoundé, on s'est réveillés, nous autres journalistes, ce matin, sur une information justement en provenance de Konsamba. Il s'agit de ces 35 manifestants du MRC qui ont été finalement libérés, alors qu'ils avaient été interpellés en même temps que ceux de Douala et ceux de Yaoundé, mais ceux-là ont été libérés. Alors, quelque chose de quand même assez pertinent dans cette affaire, c'est que ces gens ont été interpellés alors qu'ils étaient en train d'appliquer ce qu'on appelle quand même un droit de base, l'un des droits les plus constitutionnels, le droit à manifester. Est-ce que cela aujourd'hui ne pose pas un problème sur les libertés même de façon générale au Cameroun? Tout à fait. Dans ma première intervention, je parlais de la question opportune du respect des libertés individuelles et en ce qui concerne les manifestations publiques en rapport avec les marches blanches du MRC. Vous avez évoqué le cas de Konsamba, c'était la deuxième vague qui a été libérée parce qu'ils étaient une cinquantaine à avoir été arrêtés. Je crois qu'une dizaine avait été déjà libérée préalablement. Effectivement. La deuxième vague a été libérée hier. À Yaoundé également, je crois qu'à la deuxième semaine des marches, une certaine vague a été libérée. Mais la problématique demeure en ce qui concerne l'application de la loi du 19 décembre 1990 sur les manifestations publiques. Je pense que lorsqu'on parle stricto sensu de la marche, des marches blanches du MRC, ces marches étaient interdites. Donc, sur le plan légal, elles ne devraient pas avoir lieu. Mais les militants du MRC ont quand même osé braver l'interdiction. Mais sauf qu'on parle de marches qui sont soumises à un régime de effectivement, déclaration. Le régime dit, l'article 80, je crois, alinéa 1, l'article 80 déjà dit que lorsque vous déclarez votre marche dans les règles de l'art, on vous délivre immédiatement un récépissé. D'accord. Mais l'article 80, alinéa 1 dit également, toutefois, l'autorité régalienne qui est en charge, qui devrait vous délivrer ce récépissé, a le pouvoir soit de détourner le trajet de la marche, soit de l'interdire. Vous comprenez? Dans quel cas? Dans le cas où l'ordre public est gravement menacé. Et lorsqu'on aborde le débat sur cette loi, le problème n'est pas la loi. Le problème n'est pas non plus ceux qui sont en charge d'appliquer la loi. Mais le problème, c'est la loi en elle-même. C'est pour ça que nous avons eu cesse de dire que cette loi est mauvaise. Elle peut évoluer. Parce que l'interprétation de la gravité de la menace sur l'ordre public est disproportionnée et elle est confiée strictement aux autorités administratives qui peuvent en faire ce qu'ils veulent. Donc je pense que logiquement le débat devrait être non pas sur le préfet qui dit la loi, mais plutôt sur la loi elle-même qui a beaucoup d'insuffisances. Et je pense que le combat aujourd'hui devrait être mené sur l'amélioration de cette loi qui, selon à mon humble avis, est assez injuste pour ceux, bien évidemment, qui veulent manifester leurs libertés individuelles. Il y a eu un discours, je ne voudrais pas laisser ce qui a été dit. On reviendra dessus, je vous promets, sur la deuxième partie. Vous aurez le droit d'en parler avant qu'on ne passe à autre chose. C'est le moment pour nous d'accueillir Nadine Yambo de la rédaction centrale d'Equinox Télévision. Nadine Yambo, bonsoir. Bonsoir à vous, Kedia, et bonsoir également à vos invités. Quels sont, Nadine, les titres qui vont faire l'actualité de ce soir dans votre journal? Alors, il faut dire, Kedia, que la CAN 2019 se joue déjà sur Equinox Télévision. La chaîne du peuple a déployé une forte délégation de reporters au Caire pour faire vivre aux téléspectateurs les grands moments de ce rendez-vous du football africain. Dans le coup d'envoi démarre donc ce vendredi en Égypte, dans la tanière des Lions indomptables, Éric
Maxime Choupo-Moting, nouveau capitaine de l'équipe nationale du Cameroun durant cette compétition, et ses coéquipiers promettent donc aux supporters de conserver le trophée remporté en 2017, et le sélectionneur pour sa part rassure le public sur l'état d'esprit des Lions bien avant de mettre le cap sur le Caire en Égypte demain. Il faut également préciser que les supporters pour leur part ne manquent pas d'arguments pour pouvoir donc encourager leur équipe fanion de football du Cameroun. C'est donc le dossier à suivre dans un instant sur Equinox Télévision. Et puis en santé, nous parlerons de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose qui se célèbre ce jour. D'après des spécialistes, environ 6 millions d'enfants naissent drépanocytaires au Cameroun, des chiffres communiqués dans ce jour. Et puis à l'étranger, la suppression du ministère de la Famille, de la décennie ainsi que de la femme provoque donc de vives colères chez la gente féminine. Des femmes gabonaises donc dénoncent l'enterrement du programme d'égalité des chances, promesse faite par le président Ali Bongo en 2016. Alors, tous ces titres-là et bien d'autres seront développés avec Nadine Yambou et les reporters de la rédaction centrale d'Equinox Télévision tout à l'heure dans le grand journal de 20h. Et vous aurez justement, chers téléspectateurs, l'occasion de nous retrouver juste après pour la deuxième partie. Dans les reportages diffusés tout à l'heure dans le 20h, vous avez déjà pu voir l'équipe de journalistes et de technico-artistiques d'Equinox Télévision qui se sont déportés du côté du Caire en Égypte pour vous faire vivre tous ces moments de la CAN Égypte 2019. Une équipe qui vous a promis au cours du film qui a été diffusé sur les antennes d'Equinox Télévision de vous faire vivre des moments d'émotion intense. De toutes les façons, toutes les actions vous seront retransmises en direct sur Equinox Télévision et dans toutes les émissions spécialisées qui ont été spécialement conçues pour cette occasion, avec bien sûr le panel de journalistes et de consultants présents pour la cause. Mais nous, sur ce plateau, on va en parler un tout petit peu de cette CAN Égypte 2019, notamment avec Georges Sémé, le petit commerce qui s'est développé tout autour, comme à toutes les occasions sportives, les grandes occasions sportives qui incluent, n'est-ce pas, la célébration nationale. On peut déjà apercevoir dans les marchés de la capitale des maillots, des gadgets à l'effigie des Lions indomptables. Et même si la marque partenaire aujourd'hui est un peu boudée par d'aucuns, il faut dire qu'on a notamment pu voir dans le reportage qui a été diffusé des gens qui sont d'accord pour dire que ce n'est pas la marque qui les intéresse, ce sont les couleurs nationales qu'il faut défendre à tous les coups. Et cela peut s'observer lors des matchs avec la forte mobilisation de Camerounais qu'on peut voir dans les snack bars, dans les bars et même dans les domiciles. De toutes les façons, on en parle avec vous, Georges Sémé. Nous sommes dans la deuxième partie. Je vous souhaite une fois de plus la bienvenue. Merci. Alors, quelque chose à dire justement sur cette mobilisation qu'on peut déjà commencer à voir dans les marchés de la capitale au sujet de la CAN? Bien sûr. D'abord, j'aimerais tirer un coup de chapeau à cette mobilisation extraordinaire de l'équipe d'Equinox Télévision qui a une fois de plus fait étalage de son grand professionnalisme en déployant une équipe de professionnels pour la couverture, pour le corps d'intégrité de l'Equinox, également pour le grand public camerounais de ce grand événement sportif. Maintenant, sur l'aspect maillot, je pense que le corps sportif va succéder à Puma. Les Camerounais étaient certainement habitués à la marque Puma, mais malheureusement, on devrait faire avec ce nouvel emblème qu'est le corps sportif. Et l'enjeu dépasse la marque ici. Le Camerounais fait chorus avec son équipe, quelle que soit la marque du maillot que ce spectateur, ce téléspectateur va porter. Et je pense que l'enjeu principal serait ce lien national, ce lien sentimental que le supporter a avec son équipe fanion, au-delà de l'aspect très esthétique du maillot ou alors de la qualité même du maillot. Sur le reportage que nous avons vu tout à l'heure, effectivement, les commerçants de ce nouveau maillot se plaignent de ce que ce n'est pas encore l'affluence, mais je pense quand même que la Coupe d'Afrique des Nations n'a pas encore commencé et certainement lorsque le Cameroun va entrer en lice, heureusement, il y aura certainement un déferlement sur les nouveaux maillots corps sportifs et nous attendons bien évidemment
ce moment. Mais il y a l'ancien stock également, Puma, qui continue d'avoir libre cours. Et beaucoup de supporters des notables vont forcément arborer ce maillot qu'ils ont déjà, mais pourquoi pas l'acheter et également. C'est de bonne guerre sur le plan commercial, mais surtout sur le plan de l'affection qu'il y a entre tous les Camerounais à l'endroit de leur équipe. Roland Kemdio, vous êtes impatient, ne vous en faites pas. Oui, sur le maillot, on va venir à vous. On donne l'occasion d'abord à David Eboutou de réagir également sur cette thématique. Avez-vous déjà votre maillot, David? D'abord, je voudrais être honnête pour reconnaître que je n'ai pas sincèrement remarqué l'engouement qu'on a souvent constaté dans les prologues qui entourent souvent les départs des Lions indomptables dans des fêtes continentales, de sport comme celle à laquelle on va assister dans 2 ou 1 jour. J'ai l'impression que cela se meut ou se fonde dans la conjoncture politique actuelle au Cameroun où les joutes post-électorales continuent malheureusement aujourd'hui de créer et de façonner l'atmosphère politique. Et on a l'impression qu'à cette atmosphère politique, c'est greffé d'autres problèmes. Vous savez aujourd'hui que, et on ne va pas faire fi de cela, qu'il y a aujourd'hui des tensions qui sont aujourd'hui entretenues, je pense, par une certaine élite aux affaires pour qu'il y ait une guéguerre tribale qu'on peut constater dans les réseaux sociaux, ça et là, où on jauge des personnes par le faciès, etc. C'est un débat qu'il va falloir poser sur la table. Je le pense. Il est pertinent. Parce que, vous savez, quand une plaie purule, on l'ouvre et on trouve la posologie nécessaire pour la traiter. Mais si on la couvre, elle pue davantage et on peut aller jusqu'à l'amputement. Et c'est en cela que je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas jouer avec cela. On ne doit pas continuer à couver ou à faire semblant qu'il n'y a pas de problème aujourd'hui concernant une certaine alimentation que certains font de l'instrumentalisation de la tribalité, qui se met en tribalisme aujourd'hui, qu'on peut remarquer dans plusieurs espaces. Et en cela, je pense que ça dissout, pour répondre à votre question, ça fonde complètement l'atmosphère qu'on a souvent constatée. Et dans le temps, je peux me tromper, peut-être je suis dépaysé ou totalement déconnecté, mais je ne vois pas, depuis hier, sensiblement je suis à Douala, je ne vois pas cette ambiance qui a souvent entouré la participation des Lions indomptables dans des événements majeurs comme cela. Et c'est d'autant plus grave, à mon avis, que les Lions indomptables, jusque-là, ont été un facteur fédérateur, conciliateur, même réconciliateur de toutes nos passions politiques et tout ce qu'on peut avoir comme différent. Et en cela, les Lions indomptables ont souvent su fédérer les énergies pour qu'on regarde ensemble vers la même direction. D'accord. David, vous jouez au trouble fête. On va pas bouder notre plaisir quand même d'attendre cette CAN Égypte 2019. D'accord, il y a des réalités politiques, sociales, économiques, toutes les réalités que vous citez, mais il y a aussi qu'on parle de football. C'est l'occasion pour nous d'oublier un tout petit peu ces différents problèmes qui nous minent, qui accaparent nos esprits, pour se laisser aller aux émotions que vont nous procurer nos lions. Je ne sais pas faire semblant. Vous savez, il est très difficile quand vous avez un proche embastillé en prison de jubiler simplement parce qu'on vous dit que quelqu'un qui courait derrière une bulle d'air a tiré entre 4 poteaux et puis il a marqué un but. Et parce que vous entendez à côté des gens crier « but », que vous aussi vous alliez les embrasser simplement parce que vous jubiliez, parce que c'est la nation qui gagne. Je pense que peut-être cela a su faire écho dans les temps passés simplement parce qu'il y avait une conjoncture qui était disposée justement à encadrer cela. Il y avait une certaine paix. Il y avait d'ailleurs, on disait du Cameroun qu'il était un havre de paix. Mais maintenant que ce mythe du havre de paix semble déconstruit, on voit très bien aujourd'hui que sous le boiseau s'est fendu et il y a tous les épiphénomènes en termes de problèmes qui ont ressurgi et ça fait qu'il est difficile aujourd'hui, malgré les degrés de patriotisme qu'on peut mettre en avant, de l'exhumer et d'en faire une propagande. D'accord. Même si aujourd'hui on peut reconnaître que oui, les Lions ont été un facteur fédérateur, mais je vous assure, ma chère Kate, il est très difficile en cette conjoncture morose de précarité politique tous azimuts, où on subit une violence tous azimuts avec une gouvernance répressive qui rappelle essentiellement les années de guerre d'indépendance de ces pays. Il est difficile de jubiler
parce que les Lions ont marqué un D'accord, but, David. D'accord. Peut-être je me trompe le fait. Moi, je prends les téléspectateurs en témoin, mais je me souviens quand même de cette CAN Gabon en 2019, au tout début de la crise anglophone. Nous, on a vu les gens mettre un stop à leurs revendications. Je ne sais pas si on avait déjà Nous avons couvert ces informations. Mais je ne sais pas, et c'était quelque chose de magnifique. Mais je ne sais pas si on avait déjà atteint le degré d'escalade. C'était quand même la crise. C'est-à-dire que... Non, les faits sont là. Vous êtes un journaliste sérieux, mon ami Sémé. D'accord, je crois qu'on avait déjà atteint le degré d'escalade de violence qu'on a aujourd'hui. Et il me semble... permission, on va donner sur la question la parole également à Pauline qui était impatient tout à l'heure de réagir. Et je vous pose à vous la même question que celle que j'ai posée à David. Est-ce que vous avez déjà votre maillot, vos gadgets pour soutenir les Lions indomptables? Vous faites très bien d'avoir mis cette thématique sur le maillot. Mais avant de continuer, vous donnez l'impression que le sport au Cameroun ne concerne que les hommes. Il faut dire que les femmes, voilà, la Coupe du Monde féminine de football, voilà. Mais pour être plus sérieux et revenir à l'histoire du maillot, à voir le gadget, voyez-vous, vous allez m'excuser, ce gouvernement nous donne toujours des occasions de comprendre qu'ils ne sont pas sérieux. Voyez-vous, ce maillot symbolisait le vivre ensemble et l'unité. Quand on le mettait, c'était avec fierté. Même quand on n'avait pas de quoi manger, on était content quand les Lions jouaient. Mais il vous souvient que les détenus politiques du MRC ont mis le maillot à Kodengui dernièrement et ont été violemment réprimés du simple fait qu'ils ont mis ce maillot. J'ai des compatriotes qui, à l'occasion de ces marches, ont été identifiés comme marcheurs parce qu'ils avaient ce maillot. Parce que ce maillot, pour nous, c'était un engagement politique. Il symbolisait notre volonté de défendre le patriotisme qui était menacé. Le patriotisme, c'est le fait d'aborder les couleurs vert ou jaune. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu en termes de comportement du gouvernement qui arrêtait ceux qui avaient ce maillot, justement pour leur dire, nous ne voulons plus que vous nous montrez à notre face que nous sommes en train d'agir dans l'imposture. Vous me dites aujourd'hui, si je n'ai pas acheté de maillot, j'ai peur d'aborder ce maillot parce qu'on arrête les gens du simple fait qu'ils portent ce maillot. Voilà où nous en sommes. Où un gouvernement lui-même construit les éléments de la déconstruction du vivre ensemble. Et donc, je dis très sincèrement, je suis assez gêné. La deuxième chose, ou bien pour terminer dans mon propos, à une époque, le sport était considéré comme le cache-sexe de tous les problèmes qu'on avait. Mais personne ne va dire aujourd'hui qu'on n'est pas absorbé par les problèmes sociaux en tout genre, les problèmes économiques, les difficultés à joindre les deux bouts, à mettre la marmite sur le feu. On n'a pas le temps, les gens. Marchez dans la rue, vous verrez, les gens n'ont pas le temps de s'asseoir pour voir un match. Les gens... Le peu de temps qu'il leur reste, c'est pour tacler, ça veut dire pour chercher de quoi manger. Vous demandez aux gens, écoutez, on va voir le match et après, on mange quoi? Je pense que vous allez être surpris, parce que les gens avaient toujours leurs problèmes il y a 2 ans. Les gens en auront, on aurait vu, les gens en auront on aurait vu des gens donc, qui soutiennent les filles pour le mondial. Ça fait bientôt une semaine et plus. Un peu ces Camerounais, il n'y a pas cette ferveur là sur le terrain. Vous nous rappelez un peu ces Camerounais qui sont tout le temps en train de critiquer les Lions, mais à peine on dit les Lions jouent, ils sont tous derrière leur écran. J'aime les Lions, je n'ai pas dit. Effectivement. Heureusement que je vous rappelais seulement, je n'ai pas critiqué les Lions. Oui, on est d'accord. Voilà, il ne faudrait pas que votre propos soit mal interprété. Je parlais du maillot, je parlais de ce qu'on en a fait. Et j'ai accolé cette information à l'actualité politique. Je ne crée pas l'actualité, je la constate. Et je dis ce qu'elle a créé dans l'inconscient collectif. D'accord, c'était un tout petit peu le rayon de soleil du 19h. Mais ils ont décidé d'en faire un rayon de lune. On va passer au second sujet de ce débriefing. Alors, mon cœur balance, je ne sais pas pour vous, entre cette découverte macabre à Tchon, de cette jeune étudiante originaire de zone anglophone qui a été retrouvée, dont le corps a été retrouvé en état de décomposition dans sa chambre, et finalement la drépanocytose, avec des chiffres qui font froid dans le dos. Plus de 15% de la population aujourd'hui porteur du gène S. Alors, puisqu'on parle de ces 2 sujets, moi, je n'ai pas pu choisir. Je laisse à chacun de vous l'occasion de parler de celui qui l'intéresse le plus. On commence par vous, Georges. Bien, je parlerai des 2 sujets. D'abord, le cas de Tchang, où cette jeune étudiante a été retrouvée malheureusement morte dans sa chambre. Je crois que c'est une triste nouvelle. Et en l'état actuel des enquêtes, on ne nous a pas toujours dit de quoi elle est morte. On espère simplement que l'enquête qui sera diligentée nous donnera tous les résultats relatifs à cette affaire. Mais je pense quand même qu'il y a
lieu de s'interroger sur cette ville de Tchang où une semaine des faits divers, quasiment tous les mois défraient la chronique. Qu'on soit dans le domaine familial ou alors dans le domaine strictement social. Donc je crois qu'il y a une crise sociale, que ce soit dans la ville de Tchang ou dans le Cameroun tout entier. Et les jeunes aujourd'hui sont les premiers négativement impactés. Donc, je pense que les autorités policières qui se sont penchées sur la question devraient faire toute la lumière sur le cas, le dernier cas qui a été évoqué dans l'élément du journal. Sur la drépanocytose maintenant, comme les autres maladies, c'est une question de santé publique qui devrait bien évidemment inquiéter les autorités, mais également inquiéter toute la communauté de la santé. La communauté de la santé dont les individus également. Parce que l'élément qui est passé il y a quelques instants fait appel à la responsabilité personnelle sur le cas des dispositions à prendre en ce qui concerne le mariage. On s'est rendu compte que la proportion des personnes qui étaient atteintes de drépanocytose était extrêmement élevée parce que, effectivement, les prédispositions avant mariage n'ont pas été prises. Il s'agit tout simplement d'un cas d'électrophorèse qui aurait pu être fait avant de s'aventurer dans une liaison maritale. Mais cette électrophorèse-là, si vous permettez, parlons-en, justement, le coût assez élevé. Son coût est élevé. Son coût est élevé et peut-être ce serait le facteur dissuasif qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des couples n'ont pas accès à ce service. Mais je pense quand même que lorsqu'on parle de responsabilité du couple ou des responsabilités individuelles, on devrait quand même prendre cette précaution qui nous évite le type de catastrophe que nous observons aujourd'hui. Ces cas de drépanocytose qui sont assez élevés. Vous posez une question pertinente. Ce coût peut être élevé peut-être parce que l'État n'a pas pris sur lui de subventionner comme il le fait dans d'autres cas de maladie ce produit. Si on subventionne peut-être à 30% le coût de l'électrophorèse, je pense que les individus ou alors les Camerounais auraient plus facilement accès à ce service qui permettrait peut-être d'éviter le type de catastrophes qui ont été évoquées tout à l'heure dans cet élément. Très bien, merci Georges. Je ne sais pas, moi je m'en voudrais de passer sur ce sujet comme ça. J'ai l'impression qu'on ne sensibilise pas assez sur la drépanocytose. Alors pour ceux qui nous écoutent à la maison, qui ne savent pas ce que c'est, on va utiliser des mots forts pour vous interpeller. La drépanocytose, c'est des douleurs en n'en plus finir. Des douleurs tout simplement parce que le sang ne circule pas bien dans les veines. La drépanocytose surtout, c'est des transfusions sanguines à répétition. Et ça, c'est pour ceux qui ont les moyens de le faire. Mais surtout la drépanocytose au Cameroun aujourd'hui, c'est une espérance de vie qui est réduite à moins de 30 ans, je crois. Pour vous dire tout simplement que vous n'aurez pas l'occasion de voir votre enfant faire des petits-enfants. Vous n'aurez peut-être pas l'occasion de voir votre enfant en bonne santé, épanoui, prétendre à la vie que tout le monde à côté de lui peut prétendre. Alors, tout simplement pour vous dire que si vous avez encore des doutes aujourd'hui pour faire cette électrophorèse, ou alors tout simplement pour vous abstenir de faire des enfants avant d'être passé par cette case-là, ce petit moment de sensibilisation devrait vous interpeller parce qu'il faudrait avoir beaucoup d'argent aujourd'hui pour permettre à un enfant drépanocytaire de tenir. Et je me tourne vers vous après avoir dit ça, David Eboutou. Sur quel sujet désirez-vous vous étendre? Je vais faire comme M. Semé sur les deux pour faire un constat global et dire, ma chère Kate, que notre pays est devenu un véritable scandale. Un scandale au plan social. Des drames comme ce que vous avez soulevé tantôt, des jeunes filles qui sont violées, qui sont retrouvées mortes. Et donc parfois, on ne nous dit pas toujours l'issue des enquêtes, ce que cela a pu révéler comme conséquence, comme cause, je veux dire. Il y a quelques temps encore, je révélais sur un de mes espaces de communication le fait que 2 jeunes filles anglophones avaient été portées disparues dans un quartier de Yaoundé, Biémassi en l'occurrence, et jusqu'à aujourd'hui, elles sont portées disparues. On ne sait pas où elles se trouvent. Donc c'est un véritable drame social, un scandale à mon avis. Notre pays connaît également un scandale économique. Vous savez, on est l'un des rares pays où les milliards qu'on détourne, ou alors que les journaux dans lesquels travaillent mon ami Sémé et les autres, finissent par nous faire peur. Moi, je ne regarde plus la revue de la presse au Cameroun, simplement parce que chaque fois que je me lève et que je décide de regarder la revue de la presse, c'est tel ministre qui a détourné tant de milliards, c'est telle autre personnalité qui a fui avec tant de milliards. J'ai fini par avoir peur. Comment peut-on détourner autant de milliards et comment peut-on continuer à penser que notre pays
restera debout après avoir détourné autant de milliards. C'est un scandale économique qui ne dit pas son nom. Notre pays est devenu un scandale de ce point de vue-là. Un scandale politique également. Il y a aujourd'hui, dans ce pays qu'on nomme Cameroun, un leader. Qu'on le veuille ou pas, le professeur Maurice Kamto est un homme politique avec lequel ce pays doit et devra compter. Second officiellement à l'élection présidentielle qui vient de passer, voilà quelqu'un qui de façon inédite... David Eboutou, je vous en prie. Juste une question en passant. Êtes-vous militant du RNC? Non, pas du tout. J'ai fait une analyse. Ok. J'ai fait une analyse. Il répond à votre question. Je suis en train de répondre globalement à cette question-là. Et donc je dis, ce pays est également devenu un scandale politique parce que si vous prenez le cas du professeur Maurice Kamto, voilà quelqu'un qui s'est retrouvé en prison au lendemain d'une élection majeure, qui aurait pu quand même contribuer à apaiser les esprits, à désenliser la tension politique et sociale. Au Congo, on a vu récemment quelqu'un là-bas qui continue à réclamer une victoire. Je ne sais pas si elle est volée ou pas, mais il est quand même chez lui. Rien ne lui est arrivé. Il y a d'autres exemples qu'on peut multiplier dans ce cas. Parce que, monsieur Sémé, ce que vous devez savoir, c'est que les crises que nous vivons aujourd'hui... Alors, il vous reste plus beaucoup de temps. Voilà, il n'a jamais répondu à la question. Le son du fait, monsieur Sémé, je ne sais pas s'il faut répondre dans votre intérêt, ou alors vous voulez... Allez, mon directeur, je ne sais pas, il n'a jamais répondu à la question. Il est avocat de l'administration. Il n'est pas journaliste, avocat de l'administration. C'est incroyable. Alors, monsieur Sémé, il faut savoir que la crise, parce que c'est très grave ce que je dis, la crise que traverse notre pays est assez grave pour tourner des sujets comme ceci en dérision. Notre pays traverse un drame aujourd'hui. Et ces drames-là sont subséquents au fait que, effectivement, il y a une crise grave, une crise politique, culturelle et humanitaire qui sévit dans les régions anglophones. Monsieur Sémé, les régions anglophones aujourd'hui, c'est près de 2000 morts selon les chiffres d'International Crisis Group. Je vous en prie. La crise anglophone aujourd'hui, c'est 420 000 déplacés. Cette crise également, cette crise globale que nous vivons est également subséquente au fait qu'il y a aujourd'hui des hommes politiques qui comptent au pays, en l'occurrence le professeur Maurice Kamto, qui sont aujourd'hui embastillés. Ça, il faut le dire. D'accord, d'accord. Monsieur David, vous êtes venu au terme de votre temps de parole. On va donner la parole. On va dire quelque chose. Monsieur Sémé a passé le temps à m'entrecouper. Vous avez terminé. Georges Sémé, s'il vous plaît. Paulin Kemdjo, à vous. Vous préférez parler de quel sujet? En précisant qu'il s'agit de cette étudiante de Tchang qui a été dont le corps a été retrouvé dans sa chambre et de la drépanocytose. Pas de tournure politique. Écoutez, dans tous les cas, peut-être je vais parler de la drépanocytose en saluant déjà un couple qui est concerné, le couple Tegia Pascal à Yaoundé. Et je salue Grégory qui... écoutez, c'est un couple qui a un enfant drépanocytaire, mais un enfant qui est plein de vie. J'ai posé la question au couple. C'est 5 000 francs par jour pour que cet enfant puisse... C'est un enfant de 5 ans, je pense. Pour qu'il puisse avoir le dynamisme que j'ai vu quand j'étais dans ce couple. C'est vous dire que la drépanocytose, déjà, ce n'est pas une maladie de pauvre. Donc, il faudrait que, si les gens ne comprenaient pas de quoi il est question, qu'ils comprennent qu'il ne doit plus avoir d'irrationalité dans le choix du couple, du partenaire. Ça veut dire qu'il doit avoir un comportement rationnel dans le choix du partenaire. Ça suppose aller faire l'électrophorèse avant de s'engager. Parce que c'est l'électrophorèse qui détermine si oui ou non, demain, on peut avoir une situation de drépanocytaire dans le couple. On parle du taux. Oui, c'est peut-être encore élevé, mais il faut dire que la drépanocytose détruit les couples. Parce qu'on est encore... Pour sortir... Oui, la drépanocytose... Voilà, pour sortir. La drépanocytose détruit les couples parce que, comme c'était une maladie dont on ne comprenait pas les causes, on avait l'impression qu'elle était mystique et dont les conjoints s'en veulent parce qu'on a l'impression que ça vient de la famille de X et de Y. D'accord. Je vous remercie, Paulin Kemdjo. Je remercie également David Eboutou et Georges Sémé. Merci à vous d'être venus. Merci à vous, téléspectateurs et followers, de nous avoir suivis tout le long de cette émission. On se donne rendez-vous demain sur Equinox Télévision à la même heure, c'est-à-dire 19h. Bonne soirée à tous.